Le personal branding doit être une de vos priorités dans les années qui viennent. En effet, avec l'essor de l'intelligence artificielle, dans une société où il est de plus en plus difficile de connecter avec son propre voisin, personal branding est une priorité dans la connexion que vous devez avoir avec vos clients, que ce soit en B2B ou en B2C. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment faire du personal branding. On va déjà regarder ce qu'est le personal branding, pourquoi l'utiliser dans vos business, avec quels outils le faire, quels sont les risques qui sont liés à ça, est-ce qu'il y a des inconvénients à faire du personal branding. Je m'appelle Aurélien, bienvenue sur cette chaîne. On est parti. Avant toute chose, je vous invite à télécharger la mind map que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Vous allez la recevoir par email. Elle va vous permettre de suivre et d'avoir toutes les ressources que je vais développer. Et ça va vous permettre de vous repérer et de télécharger les outils directement à travers celle-ci. Alors si vous ne connaissez pas encore ce qu'est le personal branding, il s'agit de se faire connaître. C'est un petit peu le personnage que vous allez construire et vous allez voir quand je parle de personnage, c'est en fait de vous dont il s'agit. On n'est pas là pour faire semblant, on est là pour être dans l'authenticité, le naturel, dans être vraiment qui on est. Mais c'est ce qu'on va qualifier quand même de personnage. C'est un petit peu quand vous allez chez le boulanger ou le boucher du coin et qu'il a une personnalité très forte. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle un personnage, une singularité, quelque chose d'unique qui fait qu'on se souvient de cette personne, qu'on l'aime ou qu'on la déteste. C'est une identification que l'on va pouvoir porter sur une personne. C'est ça le personal branding, c'est se populariser, c'est se faire connaître à travers qui on est. Vous avez évidemment aujourd'hui plein de personnes qui font du personal branding. En premier, les politiques. Vous avez aussi des chefs d'entreprise, Michel-Édouard Leclerc par exemple, qui fait beaucoup de personal branding. Vous avez des médecins, évidemment, tous les médecins de plateau. Vous avez le docteur Raoult, le professeur Raoult, qui a fait un personal branding extraordinaire. Mais encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Vous avez également tous les gens qui vont user des réseaux sociaux comme levier pour se faire connaître, pour se faire populariser, pour développer la notoriété de leur entreprise ou d'eux-mêmes, de leur service. La principale chose qui fait qu'on a réussi dans le personal branding, c'est qu'on a réussi à créer une communauté autour de soi. On a créé une communauté, on a des gens qui sont devenus des fans, qui nous adorent. Et à l'inverse, on a polarisé, il y a des gens qui nous détestent. Quand nous avons des gens qui nous adorent et des gens qui nous détestent, en règle générale, on a réussi son personal branding. En règle générale, quand on a réussi son personal branding, on parle de vous, en bien ou en mal, mais on parle de vous. Vous savez, c'est le fameux adage, qu'on parle de moi en bien ou en mal, ce n'est pas grave, le plus important c'est qu'on parle de moi. C'est ça le personal branding, c'est quand on est dans cette philosophie-là. Très souvent, le personal branding, quelqu'un qui fait du personal branding, c'est quelqu'un qui va polariser extrêmement fort son discours et la vision qu'on va donc avoir de lui. Y compris les personnalités les plus populaires aujourd'hui sont des gens qui polarisent. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse en penser, Mandela a beaucoup polarisé à son époque. Toutes les grandes personnalités de ce monde ont polarisé à un moment de leur époque. Alors j'ai bien conscience qu'en exprimant les choses de cette façon-là, un certain nombre d'entre vous peuvent peut-être penser qu'on est dans le semblant, qu'on est dans le faire paraître, qu'on est dans l'insincérité, qu'on est dans le filtre Instagram. Je comprends que vous puissiez penser ça et pourtant je crois tout l'inverse. Je crois profondément que c'est en maîtrisant sa communication qu'on peut être dans l'authenticité, qu'on peut être dans le naturel, qu'on peut être dans la sincérité. En maîtrisant votre communication, vous maîtrisez aussi ce que l'on peut dire de vous. Et si vous vous en fichez de ce que l'on dit de vous, eh bien soit. Mais je vais quand même vous donner un exemple. Oussama Ammar, grande figure de la start-up en France, il a fondé un incubateur, The Family. Cet incubateur s'est brutalement arrêté suite à une mésentente entre les associés. Oussama Ammar a eu des poursuites judiciaires de ses anciens associés et il y a eu un déferlement médiatique à son encontre, à son endroit. Mais comme Oussama Ammar avait un personal branding très fort, qu'il avait une communauté qui croyait en lui, qu'il avait une maîtrise de sa communication parfaite, il a pu faire face
à ce déferlement médiatique de façon brillante. Il a pu renforcer même son business. Les gens ont encore plus polarisé sur sa personnalité, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment ses détracteurs et ils sont encore présents, ils sont toujours très très forts, mais il a aussi toujours sa fanbase, les gens qui le suivent, les gens qui croient en lui, qui croient en son discours, qui croient en son projet. Et juste pour exemple, il a lancé 2 choses de façon impressionnante. La première chose, c'est Better Call Us. Tu prends une demi-heure avec lui pour 300 €. Et puis récemment, autour de l'IA, 500, 700 personnes, peut-être même plus, qui ont payé 59 € ou 49 $ pour pouvoir suivre une conférence de 3 heures où il présente les intérêts de l'intelligence artificielle. C'est la preuve qu'avec quelques posts LinkedIn, puisqu'il a fait un post pour le Better Call Us et un post pour l'IA, d'un seul coup, les gens achètent. Tout simplement. Ils achètent, mais au-delà de ça, ils sont dans la communauté. C'est ça le personal branding. Ça vous permet de maîtriser la communication, ce que l'on dit de vous, parce que vous avez beaucoup de force sur le marché. Vous avez beaucoup de force dans la communication. Et ce n'est pas des centaines d'articles qui vont balayer d'un trait de plume 10 années de travail. Et puis, si encore vous n'êtes pas convaincu par cet exemple, comprenez que le personal branding, c'est un des meilleurs moyens de faire connaître votre savoir-faire. Le personal branding donne de la crédibilité à ce que vous êtes, à ce que vous dites, à ce que vous faites. Cela vous permet d'avoir un unfair advantage extraordinaire, qui est le fait d'avoir une communauté qui va faire la promotion gratuite de vos produits et de vos services. Vous vous passez d'une publicité organique incroyable. Le fait d'accroître votre notoriété va vous ouvrir des opportunités que vous ne pouvez pas imaginer encore. Ça va être de nouveaux deals, de nouveaux associés, de nouveaux partenariats, de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs. Pour exemple, quelques-unes de mes vidéos m'ont apporté ce que je viens de vous présenter. Cela vous permet également de populariser les valeurs de votre entreprise, de votre service, de votre produit. Hier, un bon entrepreneur qui avait un bon personal branding, c'était quelqu'un qui était sur le marché, un entrepreneur sur le marché et qui savait racoler, qui savait souffler à la dame qui était en face de lui le produit qu'il fallait acheter. Aujourd'hui, ce même entrepreneur, il a un levier extraordinaires qui sont l'écran qui est en face de moi, qui sont les réseaux sociaux. Les nouvelles technologies permettent d'avoir beaucoup plus d'aura. Il serait vraiment dommage de s'en passer. Dans cette troisième partie, on va voir ce qu'il faut faire avant de commencer. La première des choses qui revient souvent quand je parle du personal branding, c'est la difficulté d'affronter le regard des autres, une peur du regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Qu'est-ce que mes clients vont penser de moi? Qu'est-ce que mes salariés vont penser de moi? C'est très souvent quelque chose qui revient à juste titre, puisque on peut toujours avoir l'appréhension de ce regard. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu, mais j'ai voulu me forcer pour pouvoir rentrer parce que j'avais une intuition profonde que le personal branding, que la communication sur les réseaux sociaux pouvait vraiment m'apporter beaucoup plus que le fait de rester ancré dans cette peur qui me bloquait. Cette crainte, elle est justifiée, mais elle est justifiée vraiment un tout petit peu, pas plus de la moitié. En fait, on se rend compte que quand on fait de la communication en vidéo pour ma part, ce qui revient le plus, en fait, c'est que les gens sont impressionnés du mouvement de faire cette action, de se présenter face aux autres de cette manière-là. Ça, c'est quelque chose qui est remarquable, c'est qu'il y a une sorte de, pas de fascination, mais d'admiration sur un acte qui est un acte important. Ensuite, c'est un peu une part d'ego cette histoire, parce que c'est une part un peu d'orgueil. En fait, beaucoup de gens qui vont vous regarder se fichent de vous. Ils veulent juste avoir le propos, mais ils ne sont pas intéressés par qui vous êtes profondément, en tout cas au départ. Que ce soit dans la vraie vie ou dans la vie virtuelle, effectivement, il y a des gens qui peuvent dire du bien ou qui peuvent dire du mal de vous. Et alors ? Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Quel est le pire risque que les gens parlent mal de vous? Quel est le pire risque que les gens pensent mal de vous? Au pire, ça fait un tri. C'est plutôt bénéfique. Et donc, si vous avez cette peur du jugement de vos amis, de votre famille, des gens qui vous entourent, de vos clients, de vos salariés, et ben en fait, c'est peut-être la meilleure façon de faire un bon tri. Ok, deuxième point de cette troisième partie.
Avant de commencer, il est important de bien se connaître, de se connaître soi-même, parce qu'on ne va pas être dans la copie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on va vouloir se lancer sur la communication en personal branding sur les réseaux sociaux, on va regarder ce que font les autres. C'est bien normal, c'est naturel, on va s'inspirer des autres. Et justement, le mot est là, le terme est là. On doit être dans l'inspiration et pas dans la copie. C'est très important de ne pas faire, de faire l'un et de ne pas faire l'autre, de faire de l'inspiration, de s'inspirer des autres, mais de ne pas les copier. Très souvent, les auteurs de contenu procèdent de la manière suivante. Donc, première étape, ils vont faire de la copie, ils vont copier ce qui se fait ailleurs. Dans la deuxième étape, ils vont critiquer ce qu'ils ont copié, ils vont critiquer leurs concurrents, les gens qui sont à peu près dans le même marché qu'eux. Et enfin, ils vont rentrer dans l'innovation. C'est pas un chemin que je recommande. Moi, ce que je recommande, le chemin que je recommande, c'est celui de la singularité. C'est de parler de vos sujets de prédilection avec authenticité. Oui, et on va le voir tout à l'heure, je vais vous montrer comment je fais pour parler de sujets qui intéressent votre audience, votre communauté. Mais avant toute chose, on doit partir de vous. Vous devez vous connaître vous. Vous devez communiquer de façon authentique, de façon sincère et de façon naturelle. Alors plutôt que d'être dans la copie, dans la critique, puis dans l'innovation, soyez tout de suite dans la singularité. Soyez qui vous êtes. Vous avez un élément distinctif, différenciant, vous en avez peut-être par contre pas conscience. Il faut donc mettre de la clarté sur ce qui vous rend unique, sur votre unicité, sur le marché par rapport aux autres et appuyer dessus et marquer le pas dessus. Troisième point qui est extrêmement important quand on fait du personal branding, c'est de ne pas s'épuiser sur des plateformes, sur des tendances, de ne pas s'enfermer dans des contenus. Je vois trop souvent du personal branding qui devient une prison pour les auteurs de contenu. Je dois publier tous les jours. Je dois faire mon podcast. Je dois. Le je dois n'est pas énergisant. La création de contenu doit être un plaisir. Vous devez choisir une plateforme qui est simple pour vous, qui est évidente pour vous, qui est une plateforme, là aussi plaisir. Très souvent, la plateforme que l'on va choisir est une plateforme que l'on va utiliser. Le contenu doit être énergisant, comme je vous le disais. Ça peut être de l'image. Ça peut être du texte, ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, ça peut être toutes sortes de choses. Vous êtes forcément plus en affinité avec l'un de ces types de contenus. Retenez une chose, n'ayez pas de dogme. Ne prenez pas de dogme dans cette activité de création de contenu. Et faites, s'il vous plaît, des choses simples. Inutile d'acheter la dernière caméra à 1000 €. Là, je vous fais, dans un décor vraiment spartiate, une vidéo avec un micro, certes, que j'ai acheté 200 €, et une caméra que j'ai dû acheter 100 €, et je tourne avec ça depuis 4 ans, 5 ans. Le podcast, c'est directement avec mon téléphone, comme ça. J'enregistre directement comme ça. Les photos, pareil. Au téléphone directement. Le texte, le clavier, simple. Quatrième conseil dans cette troisième partie, vous devez impérativement avoir de la clarté sur les contenus que vous allez produire. Plus exactement, sur l'objectif de ce contenu, sur la destination, sur l'appel à l'action que vous allez effectuer à la suite de ce contenu. Il y a 3 types de contenus comme je vous le présente à l'instant. Vous avez le premier type qui est un type découverte. L'objectif de ce type de contenu, c'est que des gens vous découvrent. Que les gens découvrent votre vision, votre pensée, votre produit, votre service. Et surtout, vous. Le deuxième type de contenu, c'est un contenu éducatif. Là, on va présenter sa solution. Pourquoi cette solution est la meilleure du marché, si je puis dire. Qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous proposez de distinctif et de différenciant sur le marché? Et en 3, ça va être des contenus qui ont une visée de proposition. C'est là où vous proposez votre service ou votre produit. Est-ce que vous devez faire du contenu niché? Oui et non. De plus en plus, les gens qui sont très très nichés s'élargissent. On voit de plus en plus large. On voit plutôt sur un segment que sur une niche. Mais n'oubliez pas que la clé de tout ça, c'est votre singularité. Votre singularité à vous. Votre unicité. Nous en sommes maintenant à la 4e partie qui est de communiquer, de commencer cette communication. Et pour ce faire, vous devez faire des choix. Premier choix, c'est quelle plateforme vous allez utiliser. Deuxième choix, c'est quel type de contenu. Est-ce que c'est du texte, de l'image, de la vidéo, de l'audio? Il y a aussi un 3e choix que vous devez faire qui est le choix du CRM. En effet, vous allez vous adresser à une audience, à une communauté qui est sur Internet et vous avez besoin de communiquer avec elle. Pour communiquer avec elle, il faut capturer des emails, envoyer des emails, proposer vos services, pouvoir
envoyer des lead magnets, envoyer tout un tas de choses. Par exemple, vous avez téléchargé la mind map à l'instant, et ça, c'est grâce à System.io. C'est le logiciel que je vous recommande, que j'utilise. C'est un système tout en un, pas très très cher au départ. Enfin, il est même pas cher, il est jamais cher en fait. C'est certainement le moins cher du marché en termes de qualité-prix. Et je vous ai mis dans la mind map le lien. C'est un lien, ce qu'on appelle affilié, c'est-à-dire que si vous adhérez, je touche quelques royalties. On va commencer avec la première plateforme, qui est évidemment la plateforme YouTube, celle sur laquelle on est aujourd'hui, que je connais plutôt assez bien puisque je l'utilise depuis 5 ans. Il y a 2 types de vidéos sur YouTube. Il y a 3 types de vidéos. Il y a celles qui marchent pas. Il y a celles qui marchent mais qui prennent du temps à se lancer, c'est-à-dire que ce sont plutôt des vidéos de type SEO, c'est-à-dire de type recherche. Vous allez positionner sur des mots-clés qui sont recherchés par des internautes. Et vous avez des vidéos qui sont plutôt des vidéos explosives, c'est-à-dire qu'elles vont être sur un thème précis, dans une timeline précise, dans un temps assez déterminé. Vous allez pouvoir capitaliser sur un événement, une actualité dans votre secteur d'activité. Le titre et le sujet de votre vidéo est donc capital. Moi, je vous recommanderais de faire les deux, mais surtout de faire évidemment des vidéos qui sont recherchées. Le meilleur moyen de faire des vidéos qui sont recherchées, c'est d'utiliser des termes de recherche qui sont beaucoup cherchés et là où il y a peu de vidéos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Pour trouver les meilleures vidéos, les meilleurs titres de vidéos, la meilleure façon de faire, il y a plusieurs outils qui existent. Là, je vous présente TubBuddy. D'accord, donc pareil, vous le retrouverez dans la mind map. TubBuddy, son avantage, c'est qu'il va permettre de faire un comparatif entre le nombre de recherches, le nombre de compétiteurs et la facilité d'optimiser une vidéo sur le sujet-là. Mais c'est surtout les 2 premiers critères qui vont nous intéresser, parce que si on fait des vidéos de type recherche, on va vouloir avoir beaucoup de volume et peu de compétiteurs, et TubBuddy va pouvoir nous le donner. Mais il faut comprendre autre chose, c'est que ça n'est pas suffisant de raisonner comme ça. YouTube, contrairement à Google, a des écosystèmes, c'est-à-dire que vous gravitez dans un écosystème. Si vous regardez beaucoup de vidéos autour de la cuisine, YouTube va vous présenter des vidéos cuisine. Si vous faites beaucoup de vidéos autour du business, YouTube va vous présenter... Vous êtes dans un écosystème, vous gravitez dans un écosystème. Et il est intéressant de faire des vidéos par rapport à cet écosystème-là, même si il n'y a peu de recherche, même si il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par ce domaine selon TubBuddy. Donc il va falloir tout le temps jongler un petit peu entre TubBuddy ou d'autres logiciels similaires de type SEMrush, de type SEO Observer, de type tous les logiciels de keyword search vont vous permettre de vous donner un petit peu des mots-clés qui sont recherchés, mais il faut toujours croiser ça à la facilité que va avoir YouTube de proposer votre contenu. Votre chaîne, elle va être dans un thème et vos vidéos vont être proposées. Et si le titre de la vidéo intéresse, malgré qu'il soit peu recherché, s'il intéresse et que les gens cliquent, parce que vous allez avoir des miniatures qui vont être intéressantes, les gens vont aller sur votre vidéo. Quand vous allez lancer une chaîne YouTube, première chose, la chose la plus importante, c'est de faire connaître votre première vidéo. Constituez-vous une base mail, constituez-vous un petit groupe Facebook, constituez-vous un petit quelque chose qui fait que quand vous allez proposer la première vidéo, vous allez avoir de l'audience qui va être intéressée. Ça peut être sur d'autres groupes Facebook, sur LinkedIn, ça peut être sur d'autres plateformes, sur Instagram, etc. Mais il faut que sur les premières vidéos, vous ayez déjà de l'attraction. Sur YouTube, il y a 2 tendances qui émergent, qui sont là depuis un certain temps. Vous avez les shorts, c'est-à-dire ces petits, un petit peu comme sur Instagram, les Reels ou sur format TikTok, vertical, court, 60 secondes. C'est quelque chose qui émerge et qui permet de faire connaître sa chaîne assez facilement, je dois le dire, parce que je l'ai fait. J'ai eu quand même beaucoup d'abonnés en peu de temps en le faisant, et pour le faire avec d'autres créateurs de contenu, c'est quelque chose qui marche bien. Mais vous avez aussi la version inverse, qui est la version longue, ce type de vidéo, des vidéos profondes, des vidéos vraiment didactiques, qui expliquent les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est négligé, et ce sera la tendance des prochaines années. C'est des vidéos profondes avec beaucoup de contenu. Et c'est ce que je vous invite également à faire. C'est pas des vidéos juste de 5-7 minutes, mais c'est des vidéos plus longues, qui demandent peut-être plus de travail, mais qui vont avoir plus d'impact sur le long terme. Pour moi, ce sont ces vidéos-là qui sont le plus portées par YouTube dans le temps long. N'oubliez pas,
Sur YouTube, vous allez élargir, découverte au départ, puis ensuite vous allez resserrer pour éduquer et enfin pouvoir proposer vos produits et vos services. La course aux abonnés ne sert à rien sur YouTube. Ça fait 5 ans que je suis là. Maintenant, je dois être à 3000 abonnés en 5 ans. Donc c'est très très peu. Mais vous avez un autre outil que je vais vous présenter juste après qui vous permet de voir l'évolution que vous pouvez avoir avec une chaîne YouTube. Ce qui est important, c'est d'avoir les 100 premiers abonnés et les 1000 premiers abonnés. Et après les 10 000, en fait. Et après les 100 000. En fait, c'est vraiment des steps, ces 4 steps-là qu'il est important de viser, qui vont vous permettre d'avoir de plus en plus de visibilité. Mais même avec 100 abonnés, s'ils sont très qualifiés, vous pouvez déjà faire vos premiers 1000 euros. C'est ce que j'ai fait. J'avais même pas 200 abonnés que je facturais déjà et j'avais déjà des clients en coaching et qui me payaient quelques milliers d'euros. Donc voilà l'outil, ça s'appelle Social Blade, ça vous donne tout un tas d'éléments et notamment les futures projections que vous pouvez avoir sur votre chaîne YouTube, et c'est-à-dire que ça vous dit le nombre d'abonnés prédictifs que vous pourriez avoir dans 12 mois. Donc vous voyez là, j'aurais doublé en un an, alors que j'ai mis 5 ans à obtenir mes 3000 premiers abonnés, je ferai le double en 12 mois, et vous voyez, c'est assez exponentiel puisque en fait j'arriverai à 10 000 dans un an et 6 mois, et je crois que c'est assez fiable, et vous voyez, dans 5 ans je serai à 70 000, donc c'est assez encourageant puisque en fait on arrive, c'est vraiment une courbe exponentielle. Donc vous pouvez utiliser cet outil par exemple pour suivre la progression de votre chaîne YouTube. Idem, vous retrouvez le lien dans la mind map. Pour conclure sur YouTube, retenez 3 choses. C'est une plateforme solide, c'est une plateforme extrêmement puissante, mais c'est une plateforme extrêmement lente. Deuxième plateforme, c'est la plateforme TikTok. La plateforme TikTok qui est donc très connue, plateforme très puissante aussi parce qu'elle a beaucoup de rapidité, beaucoup de vélocité. Elle a pris le marché très rapidement. Elle est assez décriée parce qu'elle est détenue par des Chinois. Et en Chine, vous avez plutôt des contenus éducatifs, alors que chez nous, c'est plutôt des contenus abrutissants qui sont diffusés. Mais de plus en plus de gens l'utilisent pour le business. Donc, c'est une plateforme qu'on pourrait recommander pour le business, mais ça va dépendre de votre business. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo et l'interview que j'avais fait avec Océane quand on a ouvert une boutique à Cannes. Océane, elle avait 100 000 abonnés, elle les a toujours 100 000 abonnés sur TikTok, et c'est sûr que ça a propulsé son business de façon extraordinaire. Boutique spécialisée sur Harry Potter, c'était très très puissant de le faire comme ça. L'important de TikTok, et c'est ça un petit peu son défaut, il y a plusieurs défauts, c'est une plateforme qui a beaucoup de défauts en fait. Premier défaut, c'est qu'il faut être régulier, il faut publier de façon régulière, donc on en devient un petit peu prisonnier. Deuxième difficulté, c'est que c'est une plateforme détenue par les Chinois, les Américains sont pas très favorables, donc à un moment elle était même peut-être bannie aux États-Unis, donc il y a un petit peu de dangerosité à être uniquement sur cette plateforme. Mais elle a un avantage, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est rapide, elle est véloce, et donc elle peut vous donner beaucoup de visibilité en très peu de temps. Il faut, pour utiliser TikTok, utiliser des outils. Il y a un outil que vous pouvez utiliser, c'est CapCut. Pareil, je vous le mets dans la mind map. CapCut qui va donc vous permettre de faire en quelques clics des montages vidéo. Vous allez vous enregistrer. CapCut va vous faire les légendes automatiques, va vous faire le son, et vous allez pouvoir couper quand vous faites des B, A, mais. Donc ça, c'est assez intéressant. Si on devait retenir 3 choses de TikTok, première chose, c'est que c'est une plateforme qui est peu fiable parce qu'elle est détenue par les Chinois. Deuxième chose, c'est une plateforme qui est jeune. Et qui dit jeune dit difficulté à pouvoir y accéder, à rentrer. Et puis, il y a beaucoup d'instabilité sur cette plateforme, ce qui la rend dangereuse. Troisième chose, c'est que c'est la plateforme la plus rapide. C'est la plateforme sur laquelle vous aurez le plus d'audience dans un temps court. Donc, vous devez coupler TikTok avec soit System.io, soit d'autres plateformes pour renvoyer sur d'autres plateformes pour pouvoir disperser votre audience et ne pas capitaliser uniquement sur TikTok. On a ensuite une autre plateforme très connue elle aussi, qui est la plateforme Instagram. La plateforme Instagram utilise aussi les Reels, c'est-à-dire que les shorts sur YouTube, les TikTok sur TikTok, je sais pas comment ça s'appelle, et puis le même format de vidéo sur les
sur Instagram, les Reels, c'est ce qui a permis à la plateforme de se sauver sur les années précédentes, sur 2021-2022, parce que ça lui a permis de garder de la traction, parce qu'elle perdait un peu de traction. C'est une plateforme qui perdait un petit peu de traction. Instagram, vous allez avoir les hashtags régionaux, les hashtags thématiques qui vont vous permettre de vous développer. C'est une plateforme essentiellement basée sur les filtres. Comme vous le savez, on utilise beaucoup les filtres avec Instagram et on est dans du contenu qui va être du contenu visuel, que ce soit en carrousel ou sur des stories. Bref, tout ça, vous le savez déjà. Comment on utilise Instagram d'un point de vue business ? On utilise Instagram d'un point de vue business quand on veut faire de l'inspiration, quand on est dans des business inspirationnels, quand on est dans des business qui sont un peu collés au lifestyle, un petit peu comment une façon de vivre, c'est the way of life, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir de celle-ci, c'est-à-dire que tout ce qui va être un petit peu spirituel, tout ce qui va être connecté avec des lieux, tout ce qui va être dans la déconnexion, tout ce qui va être dans l'envie, tout ce qui va être dans ce qu'on appelle le cerveau droit, le cerveau du rêve. Et Instagram, vous allez communiquer sur Instagram dans le cerveau du rêve. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne va pas faire des textes longs avec des tableurs Excel sur Instagram. Ça ne marchera jamais, parce que les gens ne sont pas là pour ça. Les gens ne consomment pas Instagram dans cet objectif-là. Instagram, c'est une plateforme qui est solide. C'est une plateforme qui va vite, mais c'est une plateforme qui est instable actuellement, qui est un petit peu en déclin. Et malheureusement, on ne connaît pas l'avenir, le futur d'Instagram. Il y a beaucoup de doutes sur comment Instagram va évoluer. Il y a une transformation qui est faite, mais elle a couru après un compétiteur. Donc, elle n'est pas dans une innovation, elle est dans un suivi de tendance. Et c'est jamais bon d'être suivi de tendance. Quand on est un GAFAM, quand on est une grosse plateforme, il faut plutôt être leader. Et là, aujourd'hui, elle a du mal à être leader. Néanmoins, ce n'est pas une plateforme à négliger parce qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram et vous avez beaucoup de business à faire sur cette plateforme. On enchaîne avec une autre plateforme complètement à l'opposé d'Instagram qui est la plateforme LinkedIn. LinkedIn, la plateforme professionnelle. Elle est professionnelle pour les professionnels. LinkedIn a beaucoup d'avantages et elle a autant d'inconvénients. Déjà, on va dire que sur LinkedIn, on va être focalisé sur le texte. Donc, ça va être très utile pour les gens qui aiment bien écrire. Et en plus, l'avantage de LinkedIn, c'est qu'on peut cibler assez précisément les interlocuteurs, c'est-à-dire qu'on va se connecter avec des gens selon leur statut professionnel, ce qui a un avantage énorme. Pour le dire clairement, LinkedIn est une plateforme sous-estimée, vraiment sous-exploitée. C'est vraiment quelque chose de très très important. C'est la plateforme la plus sous-exploitée de toutes les plateformes qui peuvent exister. Et en plus de ça, comme vous avez cette facilité de rentrer en contact, en interaction avec des gens selon leur profil professionnel, vous pouvez cibler de façon très précise votre communication. Vous allez pouvoir communiquer de deux façons sur LinkedIn. La première façon, c'est en faisant des posts ou en rédigeant des articles ou même des vidéos, mais restons sur le texte. Vous allez faire ces articles en étant polarisés et polarisants, ils vont avoir beaucoup de reach. Le reach, c'est ce qui vous permet d'avoir de la portée. C'est la portée organique de vos articles. J'ai fait quelques articles polémiques pour tester et ça a plutôt extrêmement bien marché. Et il y a beaucoup de gens qui testent ça et à chaque fois, c'est un carton parce que les gens commentent et les gens ont envie de donner leur opinion sur LinkedIn. C'est un réseau qui est très participatif. Les commentaires sont assez faciles à obtenir sur cette plateforme-là. Deuxième chose qu'il faut comprendre, sur LinkedIn, c'est que vous pouvez aussi, en faisant la connexion avec des gens que vous avez identifiés, utiliser des outils qui sont des outils d'automatisation. J'ai un outil d'automatisation que je vais vous montrer qui s'appelle Expandy. Donc avec Expandy, on peut voir un petit peu la progression que j'ai pu avoir dans mes connexions. Donc là, sur cette semaine, j'ai fait 60 demandes de connexion. Non, 134 demandes de connexion. J'ai 60 personnes qui ont connecté. Donc vous voyez qu'on est sur des statistiques qui sont intéressantes puisque une personne sur deux a connecté avec moi. Et après, j'ai pu envoyer des messages de façon automatisée. Quand je vais sur une campagne, la campagne qui tourne actuellement, j'ai fait les choses de la manière suivante. Donc, je vous évite la présentation d'Expandy, vous pourrez regarder si ça vous intéresse, mais en gros, je me présente. Bonjour, je m'appelle Aurélien Schneider, je suis président du holding familial, j'accompagne les entrepreneurs en expertise ou en co-investissement dans leurs projets. Quels sont vos challenges maintenant? Peut-on vous aider? Donc ça, c'est le message quand je me connecte.
Donc les gens déjà peuvent répondre à ça, parce que je pose des questions, donc des fois j'ai des réponses et je commence déjà à interagir avec mes clients. La deuxième chose qui se passe, c'est au bout d'un jour, s'ils m'ont pas répondu, j'ai créé un petit quiz. Et comment déterminer la santé de votre entreprise en 90 secondes? Faites ce quiz et dites-moi s'il est pertinent pour vous. Les gens font le quiz et ça me permet d'avoir, de collecter des emails de cette manière-là, tout simplement. Et au bout de 4 jours, je renvoie une petite question. S'ils m'ont toujours pas répondu, avez-vous fait le quiz? Et donc comme ça permet aux gens qui ont commencé à faire le quiz mais qui ont vu qu'avec le questionnaire ça les cassait les pieds, de recommencer le questionnaire et puis de laisser leur email de cette manière-là. En plus de ça, Expandy nous donne quelque chose que vous pouvez trouver de vous-même, qui est le SSI, le Social Selling Index, c'est-à-dire la performance de votre compte dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes inscrit sur LinkedIn. En effet, quand vous vous inscrivez sur LinkedIn, vous allez dire « Ok, je suis dans le domaine de la formation, je suis dans le domaine de l'industrie, je suis dans le domaine du coaching, etc., etc. » Et donc, vous allez avoir un indice qui va donner, et cet indice vous permet d'avoir plus ou moins de popularité lorsque vous publiez. Enfin, Expandy fait la gestion des petits messages. Et donc, si je vais ici et je regarde les unread, vous allez avoir tous les gens. Voilà. Quelqu'un, par exemple, là, il m'a écrit aujourd'hui à 12h53. Est-ce qu'on peut se parler au téléphone? Donc, vous voyez, c'est vraiment efficace. C'est presque trop efficace d'utiliser Expandy. L'inconvénient d'Expandy, c'est que il est pas payé, il est pas gratuit, il est payant. Mais en plus de ça, c'est que LinkedIn a considérablement limité l'utilisation de ce type d'outil et donc on peut se connecter maintenant entre 100 et 150 personnes, faire des demandes entre 100 et 150 personnes par semaine, ce qui est très très peu. Donc ce qui invite à faire quelque chose qui est qualitatif. Alors, pour retenir sur LinkedIn, je reprends mes notes. Pour retenir sur LinkedIn, vous avez c'est une plateforme sous-exploitée qui est en perte de qualité, c'est-à-dire que de plus en plus les gens partagent des trucs qui sont pas aussi qualitatifs qu'il y a 10 ans. Vraiment, on perd vraiment en qualité et sur lequel on va pouvoir connecter avec des gens de façon très précise. Donc c'est vraiment les 3 points-là que vous devez retenir pour LinkedIn. Les podcasts. Alors les podcasts, c'est quelque chose de très intéressant, assez sous-exploité, mais qui a beaucoup d'avenir. C'est vraiment quelque chose que vous devez envisager avec sérieux. Faire des podcasts, vous devez l'envisager. Comment ça marche ces podcasts? Comment on fait pour être diffusé sur les plateformes? Alors pour être diffusé sur les plateformes, vous devez utiliser des outils et je vais vous en présenter un. On va retourner sur l'ordinateur. Donc moi j'utilise la plateforme Ocha, pareil, que ce soit Expandy ou Ocha, je vous le mettrai dans la description. N'oubliez pas de télécharger la mind map, ce sera à l'intérieur de ça. Vous avez Ocha et sur Ocha, vous voyez, quand on est dans la diffusion, on peut coller le feed Ocha sur les différentes plateformes. Donc vous avez Spotify, Deezer, Podcast Addict, YouTube, SoundCloud, Amazon Music, et puis vous en avez encore plein d'autres. Évidemment, le Google Podcast, très important. Et donc vous diffusez de cette manière-là, c'est-à-dire que en fait, vous créez sur Ocha votre compte, vous publiez votre podcast sur Ocha. Et quand vous avez publié votre podcast sur Ocha, Ocha se charge de les diffuser sur les différentes plateformes, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est simplement un flux RSS. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le podcast est un format long, d'accord? Donc, vous allez l'utiliser quand vous allez être sur des formats qui vont être des formats longs, des formats explicatifs et que vous êtes à l'aise à l'audio. C'est assez facile, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous prenez le téléphone, moi je prends mon téléphone comme ça. J'ai juste à parler comme ça et je fais le podcast. C'est assez simple. La difficulté du podcast, c'est que le podcast ne suffit pas à se faire connaître. C'est pas parce que vous allez faire le podcast que vous allez vous faire connaître. Il va falloir utiliser des stratégies. Les stratégies, quelles sont-elles? Première stratégie, c'est d'utiliser d'autres réseaux. C'est-à-dire que vous utilisez d'autres plateformes. Vous êtes sur Insta, vous êtes sur YouTube, et puis vous renvoyez les gens. Vous collectez le mail et avec ce mail, vous dites « Ah, au fait, j'ai un podcast. N'oubliez pas de suivre le podcast. » Parce que le podcast, il va être là pour éduquer votre audience et lui faire comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. L'autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que pour vous faire connaître, vous pouvez également utiliser les interviews, d'accord? Donc les interviews, c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous allez interviewer ou vous faire interviewer sur d'autres podcasteurs, chez d'autres podcasteurs, et donc vous allez réorienter les trafics de cette manière-là.
Retenez 3 choses pour les podcasts. Petit 1, il n'y a pas de riche naturel. Donc il faut aller chercher ailleurs l'audience pour pouvoir les ramener sur votre podcast. C'est beaucoup d'avenir. Il y a vraiment peu de gens qui l'utilisent. Il y a beaucoup d'avenir. Et c'est plutôt des formats longs. Là, c'est des formats instructifs, éducatifs, structurés. On ne s'improvise pas dans le podcast. J'ai trop improvisé certains podcasts, mais je sais que ça a beaucoup d'impact parce qu'on m'en parle, on parle souvent. Et très souvent, les gens que j'accompagne sont des gens qui suivent mon podcast. C'est très souvent corrélé. Et moi-même, j'ai acheté des programmes ou des choses avec des gens en ayant écouté leur podcast. Ne sous-estimez pas la puissance d'un podcast. Tiens, si on parlait de Facebook, cette plateforme abandonnée, le truc sur lequel plus personne ne va, y a-t-il encore un intérêt à utiliser Facebook ? Moi, je dirais que oui, sur des groupes. C'est-à-dire que les groupes Facebook ont encore beaucoup d'attrait. De plus en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Facebook est devenu une plateforme communautaire interrogative. C'est-à-dire que quand on a une question, on s'interroge. Je suis sûr. Plusieurs groupes, des groupes autour de l'investissement, de l'immobilier, des voyages, etc. Et on pose des questions et les gens répondent aux questions. Et c'est ça l'intérêt du groupe. Et si vous animez un groupe avec votre personal branding, en mettant votre personnalité en avant, vos valeurs, vos savoir-faire, etc., vous avez beaucoup à gagner à avoir un groupe Facebook. J'ai un groupe Facebook, je ne l'utilise pas assez, mais j'ai un groupe Facebook d'ailleurs qui marche, enfin qui a plutôt bien marché à l'époque quand je l'utilisais. Tout ce que je vous présente là, c'est des stratégies soit que j'utilise, soit que j'ai utilisé avec des clients, soit des stratégies que j'ai vues, en fait, que je connais bien. Donc, il n'y a rien d'inventé dans ce que je vous présente là. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est la possibilité de connecter avec des personnes dans un même groupe, c'est de crédibiliser votre positionnement en publiant ou en republiant des réponses dans votre groupe ou dans le groupe d'autres, d'accord, en expliquant bien les choses. Et c'est parfait pour du texte si votre produit n'est pas adapté en B2B, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté sur LinkedIn, mais vous êtes plutôt en B2C, c'est-à-dire que vous adressez plutôt à une clientèle qui ne va pas être sur LinkedIn. Et ben, le groupe Facebook, ça va être l'alternative à LinkedIn, en fait, tout simplement. Le réseau Telegram est un nouveau réseau, il a quelques années, il n'est pas très vieux. Il a des avantages et des inconvénients. Le principal avantage, c'est qu'on va pouvoir faire quelque chose de communautaire, c'est-à-dire que vous allez diffuser votre contenu et les gens vont pouvoir interagir avec. Vous allez également redispatcher votre contenu. C'est un petit peu l'alternative au mail. Voilà, c'est une alternative assez crédible au mail parce que c'est plus interactif qu'un email, mais contrairement au mail, vous n'avez pas d'adresse, vous ne pouvez pas cibler les gens directement en détenant l'adresse de façon physique et en utilisant plusieurs plateformes. C'est encore un utilisateur, une plateforme. C'est ce que nous propose Telegram. Donc on est à l'équivalent d'un podcast, hein. On va pouvoir diffuser aussi du contenu, on va pouvoir éduquer notre public, notre audience autour de nos contenus avec une interactivité qui est assez importante. On est dans la délivrance des tips, des aides, des astuces. La première chose à retenir, c'est il n'y a pas de riches. Pareil, là, il faut amener les gens à aller sur Telegram. Vous n'allez pas pouvoir utiliser Telegram. Les gens ne vont pas vous chercher. Vous n'allez pas être trouvé sur Telegram. Il faut que les gens viennent dans votre groupe Telegram. Deuxième chose, c'est que c'est une plateforme qui est interactive, où on est vraiment dans l'interaction. Et la troisième chose, c'est que c'est une plateforme jeune et on ne connaît pas l'avenir de ce type de plateforme. L'adhésion, elle est quand même modérée. Il n'y a pas une adhésion franche et massive des utilisateurs à la plateforme Telegram. Une autre façon de communiquer avec votre audience, avec les gens qui vous suivent, avec votre communauté, ce sont les emails. Les emails, c'est l'arme ultime. Il n'y a pas au-dessus. Quand vous détenez l'email, vous avez vraiment beaucoup de valeur. Une liste email vaut de l'argent. Des listes email se vendent. La liste email, c'est le point ultime dans votre business. Vous devez collecter les emails, vous devez détenir les emails de vos clients. Commencez dès à présent à construire une liste email. La liste email va vous permettre aussi de faire de la publicité avec ce qu'on appelle les lookalikes dans le jargon publicitaire Facebook. C'est-à-dire qu'en ayant une liste email, vous allez pouvoir targeter, cibler les gens qui ressemblent aux gens de votre communauté. C'est ce qu'on appelle les lookalikes sur Facebook.
Les emails doivent répondre à des obligations légales, notamment l'obligation des RGPD, qui a été très décriée ces dernières années chez les marketeurs, parce qu'il fallait mettre toutes les listes emails à jour avec les données RGPD. Mais ça vaut le coup de se casser la tête à récolter des emails, parce que c'est véritablement, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose d'ultime. C'est la ressource reine dans votre business. D'avoir des emails, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc retenez que les emails, il faut les collecter dès le départ, que c'est extrêmement puissant, mais que vous devez respecter le RGPD. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire autour du personal branding. J'espère que ça vous aura donné envie de faire du personal branding, ou que ça vous aura donné des idées dans votre personal branding à développer, à penser, à structurer différemment. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!